Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Sur le chemin du prochain indice, l'USS Discovery est sabotée par une arme mystérieuse, laissant la capitaine Burnham, Rainer et Stamets comme les seuls membres d'équipage capables de sauver le navire à temps. Cet épisode, c'est vraiment le temps épisode filler qu'on ne rattrape plus. Let's fly! Captain, I'm picking up some odd energy fluctuations. On our way. We're in a wormhole. No, it can't be. Are you stuck in a time loop? What? Time bugs. They're designed to paralyze an enemy ship by randomly cycling them through time. This has to be ball and lock. We came prepared. We saw our possible future. We can't let it happen. We cannot fail. Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, et on en parle justement avec notre lieutenante commandeur Marina, qui est sûrement ravie d'être là. Salut Marina. Salut Guigui, bonjour Corée, bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis ravie d'être là et en pleine forme. Et bien justement, donc il y a Corée qui passait par là entre deux lectures. Salut Corée. Salut, comment ça va? Bon, ça va très bien, merci. Et notre Romulané à nous, Raymond Brami. Salut Romain. Salut tout le monde. Avant de commencer, je fais un petit rappel sur l'événement qu'on va faire donc en septembre avec un financement participatif qu'on lance tout juste dans 2 semaines, le mardi 30 avril plus exactement, et je pense que ça sera à 17h. Donc restez connectés. Hein. Justement, Corée, est-ce que tu vas venir à Metz ? Ça dépend combien j'aurai de tartes à la Mirabelle. Ou de photos de tartes à la Mirabelle, puisqu'en ce moment j'ai que ça, tu vois, mais... Dans les contreparties, il y aura justement des tartes à la Mirabelle. Donc il y aura moi. Et ça, c'est pas une blague, il y en aura. D'accord, je vais être obligée de réserver mon week-end. Je pense. Et sinon, avant de commencer à parler de Discovery, donc qui a vu tout Prodigy saison 2 ici ? Pas moi. Non, personne. Ok. Romain non plus, t'as toujours pas pas non, regardé. Ça n'a pas changé, j'attends toujours la VO, pardon. Ok, bon, tant pis. Donc je couperai ce passage, c'est pas grave. C'était passionnant. C'était le meilleur moment du podcast. Ouais. Bon, on peut arrêter là en fait, Guigui, c'est bon là, le montage il est fait. Ah oui, là c'est terminé. Deuxième dans 5 question, minutes. qui est fan de Star Trek ? Moi non. Là, bon, on va couper l'épisode et puis c'est tout. Bon alors du coup on va vraiment parler de Discovery, donc de l'épisode d'aujourd'hui, mais avant quand même on va faire un tour de table sans spoiler et on va demander à Corée comment elle a vécu le début de cette saison 5 et des premiers épisodes, et même quel est ton rapport avec la série en fait, parce que c'est la première fois que tu viens parler de Discovery ici. Oui, écoute, je la prends plutôt tranquillou bilou la série Discovery, j'en attends rien. Je suis pas aussi exigeante qu'un Picard ou une autre. Donc du coup, il y a de l'action. Je reconnais bien les mécanismes de Star Trek dans la série. Et là, on est bien dans les mécanismes d'une dernière saison d'une série Star Trek. Donc en fait, ça va. Ça va. Ok. Alors toi, Romain, t'étais là pour le lancement des 2 premiers avec Marina. Donc vous deux, comment vous avez trouvé l'épisode de la semaine dernière ? Et sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine ? Alors, la semaine dernière, j'ai trouvé ça absolument catastrophique. Je crois que j'ai trouvé ça encore pire que le premier épisode. Et pourtant, la barre était basse. J'ai bien aimé l'épisode de cette semaine. Alors vraiment, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Mais en fait, c'est un épisode, on aura l'occasion de le redire, mais c'est un épisode épisodique. Donc à l'ancienne, en quelque sorte. Puisque finalement, c'est assez peu lié au fil rouge de la saison. C'est une histoire qu'ils auraient pu raconter n'importe comment. Certes, c'est un thème de SF et un thème de Star Trek éculé qu'on a déjà vu à peu près 1 milliard de fois, les bons temporels, hein, c'est pas un spoiler que de le dire. Mais finalement, je me rends compte à quel point je préfère, surtout quand c'est mal fait, quand c'est bien fait ça va, mais quand c'est mal fait, je préférerais toujours un épisode épisodique où tu passes un petit moment et ça passe plutôt qu'un feuilleton finalement raté et que tu vas devoir étaler sur 12 épisodes. Ouais. Et toi, Marina ? Moi j'ai pas trop aimé l'épisode de la semaine dernière. Par contre, bon, j'étais contente de revoir Adira et puis moi je passe toujours de bons moments avec ces 2 personnages non genrés. Mais après l'histoire, elle était pas géniale. Et je me suis même endormie pendant l'épisode, donc pour vous dire, au bout de 30 minutes, pour vous dire à quel point j'étais... Et par contre, j'ai beaucoup aimé l'épisode de cette semaine. Je suis définitivement amoureuse.
est-ce que Lorca existe toujours? Je ne sais pas, et c'est dans la zone spoiler qu'on va en parler. Mais en tout cas, je suis amoureuse de Reiner, cœur avec les mains, mais j'ai passé un très bon moment. C'est un épisode éculé qu'on a déjà vu 100 fois. Mais quand c'est bien fait, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Je bois à la santé de cet épisode et le nombre de fois où je dis cette phrase. Mais quand je passe un mauvais moment comme les 3 premiers épisodes et que je me demande ce que je fais à regarder Discovery, bah il y a un épisode comme ça qui me rend de nouveau amoureuse et puis des personnages dont j'ai envie de suivre la destinée. Bah, je suis un peu d'accord avec vous, je vais vous rejoindre complètement, même si moi j'étais quand même vachement moins critique, acerbe que l'ensemble des gens sur les 3 premiers, même si effectivement c'était pas ouf. Mais cet épisode-là aussi m'a beaucoup plu. Il y a quand même un truc qui me fait penser que c'est le genre d'épisode qui arrive un petit peu trop tard. Alors pas par rapport à ce qu'il raconte, parce qu'il fait une espèce de regard vers le passé pour une dernière saison. C'est parfait d'avoir un épisode comme ça d'ailleurs qui conclut un peu, en voyant le chemin parcouru. Ce qui est juste dommage, c'est qu'en fait, je le dis depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'en fait ils ont trouvé les marques pour les personnages et qu'il y a des bons équilibres entre Burnham et le reste du casting, et que les personnages de la passerelle par exemple, on les voit beaucoup dans cet épisode-là. Enfin, c'est beaucoup de choses qui arrivent trop tard en fait. D'ailleurs Manu le disait sur le Discord, lui, l'épisode il l'ennuie parce que effectivement c'est des mécanismes, c'est des choses qui auraient dû être écrites avant. Si on avait eu cette façon dont les personnages sont écrits cette saison-là, la saison précédente, ou encore même la saison d'avant, la saison 3, je pense qu'on serait moins critique, et que finalement cette saison 5, moi j'ai l'impression qu'elle est pas si horrible que ça, mais qu'elle paye vraiment beaucoup les pots cassés de ce qui a précédé, et que malheureusement maintenant c'est foutu quoi, on peut plus rien en faire quoi, donc il faut en prendre son parti. Je suis pas trop d'accord sur l'analyse selon laquelle c'est des épisodes qui auraient dû être faits avant, puisque finalement l'épisode c'est quasiment un remake de All Good Things, qui est le dernier épisode de Star Trek The Next Generation. Donc au contraire, ça permet de voir l'évolution de personnages, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils pourraient être. Ce que je veux dire, c'est par rapport à la façon dont Burnham est écrite, la façon dont elle interagit avec les autres personnages, où les autres personnages ont une place, où on voit des scènes de quotidien. C'est ces choses-là qui nous manquaient, qu'on a là maintenant, tu vois. Non, mais là-dessus, je te rejoins. Le problème, justement, c'est que la raison pour laquelle ça fonctionne moins bien que sur All Good Things, c'est pas que c'est des épisodes qui auraient dû intervenir avant, c'est qu'il aurait fallu développer ces personnages secondaires avant. Ah oui, bien sûr. Owashokon, tout à fait. Je suis désolé d'appeler le personnage asiatique, mais je sais même pas s'il a un nom. Rhys, voilà, etc. Bon, et puis c'était sympa de revoir... mais si, ça fait forcément penser à All Good Things, puisque comme on revoyait Tasha Yar dans All Good Things, là on revoit le robot, l'androïde, etc. Donc voilà, le problème c'est que t'as pas du tout le même attachement émotionnel à la plupart, pas à tous, mais à la plupart des personnages. Donc voilà. C'est dans le sens là où je veux dire que c'est trop tard, c'est-à-dire qu'en fait si les personnages là ils avaient été développés, si on avait eu cet équilibre qu'on a dans cette saison 5, si on l'avait eu dès la saison 3 par exemple, au moins, tu vois, un épisode comme ça, je parle pas du récit, je parle pas de l'intrigue, du plot qu'on a ici, je parle vraiment de la façon dont les personnages interagissent les uns avec les autres, et avec l'intrigue aussi. On serait plus investi émotionnellement dans les personnages là, et donc fatalement un épisode avec cette histoire qu'on a là cette semaine, là elle nous aurait vraiment touché à fond. Là elle nous touche un petit peu, mais pas complètement, puisque comme je le disais, tout ce qui a précédé avant est un peu raté. Mécaniquement ça marche, mais émotionnellement, pour moi ça tape quand même toujours un côté, et puis on aura toujours cette idée de c'est un gâchis quand même cette série finalement. C'est dommage, parce que quand on repense à la saison 1 qui démarrait sur les chapeaux de roue avec Bien sûr. Avec un personnage qui était arrêté, qui faisait de la prison, qui revenait, qui devait gagner sa place, un capitaine avec moi Lorca, j'oublierai jamais ce moment où on réalise qu'il vient de l'univers miroir. Enfin c'était, je me suis dit yes, c'est le méchant, et puis en fait non, il tombe bêtement dans ce puits d'énergie et il meurt. Mais bon, mais voilà, c'est dommage, il y a tellement d'occasions ratées. Il y a eu de beaux épisodes, mais les meilleurs épisodes, c'est les loners, c'est pas les épisodes qui tournent autour de Michael, et c'est dommage. Même si j'ai bien aimé le flashback où elle retrouve ses moments avec Booker, où c'est cette scène, oui, elle est très bien, mais on a envie de dire mais pourquoi la série a été aussi mal écrite? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça on le saura vraiment jamais, et je vous propose de rentrer directement dans la zone spoiler pour approfondir l'épisode. Red alert! Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous faites là? On s'est téléporté pile au début du premier cycle. Du coup, on réapparaît dans mon bureau à chaque remise à zéro. Je suis tellement content de vous voir que j'ai envie de pleurer. Je suis bien contente de vous retrouver aussi. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Non, j'ai fait attention à ne pas modifier le passé, même quand il a fallu que je revive des moments pas très plaisants. Mais j'ai eu l'occasion de revoir Linus se coincer dans le synthétiseur du mess, alors... Vous n'avez pas tout perdu. Ouais. On a trouvé ce qui cause ces cycles, ça s'appelle un chronoptère. Oui, j'ai aperçu la bestiole et je sais où la trouver. Je l'ai vu se greffer sur un sous-circuit de distribution de l'énergie. Alors on n'a qu'à l'arracher. Non, doucement, ce n'est pas aussi simple. Si on ne l'enlève pas comme il faut, un nombre incalculable de lignes temporelles va se cristalliser au même endroit et exploser et imploser toutes les molécules qui nous entourent en un cycle continu pour l'éternité. Ce serait embêtant. Comment on peut le détruire? Eh bien, avant tout, il faut compenser les effets du chronoptère avec une précision parfaite. Et le seul moyen de rendre ça possible, c'est de comprendre exactement les cycles temporels. Mais j'ai été tellement occupé à essayer de ne pas changer le passé que je n'ai même pas pu prendre de mesures. Ça ne fait rien, on a les mesures. Sérieusement? On travaille en équipe. Oh, bravo, c'est génial. Maintenant, je peux construire un stabilisateur de chroniton et le calibrer comme il faut pour nous sortir de là. Je vais avoir besoin de votre aide pour rassembler tout l'équipement, mais le cycle se termine dans 10 secondes. Très bien, à partir de maintenant, on se retrouve au pont 13 à chaque début de cycle. Entendu. Et Paul, on a vu l'avenir qu'on risque. On ne peut pas le laisser se réaliser. On n'a pas droit à l'erreur. Warning. Alors, cet 4e épisode qui s'appelle Face à l'étrange a été écrit par Shane Cochrane et réalisé par Lee Rose. Au tout début, en fait, on se rend compte que le pré-générique se passe grosso modo en même temps que les événements de l'épisode 3, où on voit Locke et Moll qui achètent une arme temporelle à un marchand d'armes qu'ils vont tuer pendant la transaction, parce que comme ça, on voit à quel point ils sont méchants. C'était du True Romance. J'avais l'impression de voir Patricia Arquette et Christian Slater dans True Romance. Il y a un peu de ça, ouais. Exact. Ouais, et le côté trash où il est en train de mourir et ils sont en train de s'embrasser. Ouais. C'était génial. Ça commençait bien. C'est pas complètement gratuit parce que le marchand d'armes, visiblement, il l'avait bien mérité. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que leur but est de laisser le Discovery découvrir les indices et de les suivre donc avant de les court-circuiter. Ils avaient donc bien deviné que la planète Trill était la bonne destination dans l'épisode 2, comme on pouvait s'en douter. Je comprends toujours pas que Michael Burnham n'y ait pas pensé. Et puis en plus de ça, on a bien vu dans le dernier épisode que dans la dernière scène, ils avaient deviné tout ça, et qu'ils avaient donc infiltré... mis un petit truc sur la manche d'Adira qui va bien sûr contaminer le vaisseau, parce que dans la scène d'après, on se rend compte que lors d'une discussion entre Adira et Gray qui font un Skype ou un Discord de l'espace, que cette petite chose qui a été mise sur sa manche, en fait, c'est une sorte de petite araignée qui va s'infiltrer dans le vaisseau. Et ça arrive évidemment au moment où en fait, le Discovery arrive aux coordonnées que l'indice de Trill leur avait donné. Et tous les scans, pourtant, semblent indiquer qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à cet endroit-là. À ce moment-là, donc Michael Burnham, elle va ordonner à son équipage de continuer à chercher. Et c'est là qu'il y a un peu un angle qui va apparaître dans cet épisode, c'est que Reinhard, il va couper l'herbe sous le pied de l'équipage de la passerelle, en leur coupant la parole, par exemple, tout simplement parce qu'il trouve que la chaîne de commandement, elle n'est pas très bien respectée, que tout le monde donne un peu trop son avis, un peu trop à la cool, et que ça va pas du tout, donc ça crée un petit gêne sur la passerelle, et Michael va couper court à ça en disant, bon allez viens, on va dans le bureau, on va discuter tous les deux, en se téléportant, parce que maintenant, bien sûr, on n'utilise plus ses pieds, on téléporte directement. Est-ce qu'on peut parler 30 secondes là du fait que personne n'est en surpoids dans l'espace, alors qu'ils ne se déplacent plus, ils ne marchent plus, ils se téléportent et ils sont tous fit comme s'ils faisaient que du sport, ils levaient de la fonte tous les jours. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Au moins dans Wall-E, ils te montraient que le fait d'avoir de la technologie, de se déplacer dans des machines et tout ça, l'humanité prenait ils vont à la salle du holodeck. Ouais, je suis d'accord, ça m'a particulièrement gêné dans cet épisode. Alors, je comprends l'intention d'un point de vue réalisation de rendre la série plus dynamique, d'avoir moins de déplacements et tout. Bien que ça a toujours fonctionné dans Star Trek, j'ai jamais considéré que c'était un souci, mais bon, admettons. Mais c'est vrai que tu te demandes quand même ce qu'est devenu la vie au 32e siècle, c'est pour faire 50 mètres, tu double-cliques sur ton truc pour marcher. C'est un espèce de fantasme. Tu double-cliques avec un air vénère, parce que t'es en colère. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un fantasme d'américain obèse. Là, vraiment, je rejoins Marina à 100%. Et c'est marrant, moi aussi, j'ai pensé à Wall-E, alors que c'est pas du tout ça dans Wall-E. Mais j'ai vraiment, les mecs, c'est devenu des vraiment des surobèses. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que, c'était bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais, moi, je pense qu'ils compensent en allant à la salle de l'holodeck, quand même. Ça t'inquiète pas.
Ouais, mais il faut vraiment qu'il passe la moitié de la journée à courir pour compenser le fait que juste pour aller dans un bureau. Non, et même c'est déprimant. T'imagines ta vie si c'était genre le matin tu te lèves, tu te réveilles, tu double-cliques, tu te retrouves au bureau, tu double-cliques, tu vas là. C'est vraiment, je sais pas, je trouve ça déprimant quoi. Ouais, ce serait déprimant parce qu'il y aurait plus de temps pour écouter les podcasts. Donc parce que les gens l'écoutent sur les trajets en général, donc. Et c'est donc dans la salle de conférence où seulement Michael et Reinhardt sont tous les deux que Reinhardt va remettre en cause justement sa façon de travailler du Discovery en disant en gros que sa façon de fonctionner elle est pas bonne, que lui à son époque, l'époque du Burn, ça se passait pas comme ça et que franchement peut-être sa méthode à lui elle serait bonne. Ah mais moi je suis team Reinhardt parce que là franchement ils sont en alerte rouge. Et limite, Burnham est en train d'organiser un sitting pour dire alors, quel est votre avis à vous ? On est en danger mortel, mais là, je vais prendre le temps ils sont pas vraiment en danger à ce moment-là. Non, mais il y a une situation, comme le dit Reinhardt, ils sont en alerte rouge. Donc, si tu veux... Attends, je te recontextualise. Ils suivent la directive rouge, mais la directive rouge, oui, mais ils sont pas en danger dans l'instant, quoi. Attends, excuse-moi, mais là ils sont, là il y a visiblement une situation. On n'est pas en train d'explorer l'espace, espace calme, paisible. Justement, à ce moment-là, ils sont dans un point de l'espace où il y a rien. Et c'est ça justement le problème, c'est qu'il y a rien. Ouais, mais il y a pas de signal. Non, on leur a dit vous allez à cet endroit-là de l'espace parce qu'il y aura l'autre indice. Ils y vont, il y a rien. Ils se demandent comment ça se fait. Voilà. Donc il n'y a pas de danger immédiat. En tout cas, moi, j'ai vu plusieurs. Il y avait un faisceau d'indices qui m'indiquaient. Et si tu veux, clairement, bon, le scénario, de toute façon, te montre Burnham comme l'héroïne et tout ça. Mais moi, je suis Team Reinhardt parce qu'en fait, si t'as pas un chef qui à un moment prend une décision, si t'es trop à la verticale et tout le monde a voix au chapitre comme si tout le monde était capitaine, le problème c'est que t'as aucune décision qui est prise. Tout le monde a son avis. Exactement. Et en fait, rien ne bouge. Alors bien sûr, tout le scénario tend à dire Burnham a raison et puis tout l'épisode, de toute façon, à la fin, c'était 2 minutes de congratulations où tout le monde disait non, c'est toi qui as raison. Non, c'est toi. Mais en fait, bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'il faut connaître les gens. Sinon, on n'est pas un bon commandant. Lorsque Picard, par exemple, prend le temps, après avoir rencontré Rolaren, de s'informer sur la situation de Bajor, bien sûr qu'il tisse des liens, bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais après, il y a la position de capitaine, de chef, et on peut pas tout le temps demander à son équipage son opinion et lui dire bon alors t'es d'accord, on va poursuivre ce vaisseau, et puis si t'es pas d'accord, tant pis, on fait rien parce que tu as des convictions. Si tu veux, il y a des moments et là moi je trouve que Burnham parfois elle a pas ce rôle de chef. Oui, elle tisse des liens, oui c'est important et je vais pas te dire le contraire, mais il y a un moment, un chef c'est un chef et il doit prendre les décisions difficiles. Il doit prendre les décisions d'abandonner des gens derrière ou de tirer sur les vaisseaux. C'est pas des décisions faciles, mais à un moment, un chef, il est là pour trancher et pour permettre d'avancer. Michael dit pas qu'il faut pas le faire, elle dit juste qu'il faut le faire en pleurant et en étant triste. C'est ça, elle a dit Michael. Il faut exprimer tes émotions. C'est ça le truc de Michael. Vous exagérez vraiment parce que là, je suis d'accord de ce que tu dis, Marina. En gros, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, j'ai vu un épisode de Voyager où à un moment donné, il y a de chaque côté qui dit à Tuvok écoute mon gars, c'est moi le numéro 1, c'est moi qui commande, toi tu te tais, et Tuvok il discute pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et ça c'est très bien. Et je suis d'accord avec vous dans l'absolu. Mais là, dans la scène qui nous occupe, il n'y avait pas de danger immédiat et justement, il y avait un brainstorming. C'est en gros, ils sont dans une situation, on nous a dit de venir là, on est là, il n'y a rien, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a, qui a des idées, est-ce qu'il y a quelque chose et on ne le voit pas, exprimez-vous. Moi, ça me dérange pas, quoi. La passerelle, c'est pas l'endroit où tu peux avoir ce genre de discussion. C'est vrai, t'as raison, ils auraient dû faire une réunion. Oui, ils auraient dû faire une réunion, comme dans la salle là, dans Next G où Picard réunissait son senior staff. Mais justement, c'est la salle où Burnham et Reinhardt vont se téléporter. Oui. C'est là-dedans en fait qu'ils font les réunions. Ouais, mais tu vois là, et attention, je vais dire du bien de Voyager, donc tu peux mettre une croix dans le calendrier, Guigui. Mais tu vois, c'est là où Janeway, ils ont foiré un truc avec Burnham et qu'ils n'ont pas foiré avec Janeway, parce qu'avec Janeway, quand elle prenait une décision, ça se tenait, elle avait l'autorité innée. Alors qu'avec Burnham,
on a du mal, quoi. Enfin, c'est la bonne copine et du coup, ça se comprend si tu veux. Elle a gravi les échelons, elle a tissé des liens avec tout le monde. Mais tu peux pas demander à ton second qui vient de débarquer comme ça de tisser des liens, alors que bon, il a montré qu'il se souciait de l'équipe, si tu veux. Mais comme lui, en plus, je pense que c'est un vieux capitaine, donc quelque part, il se retrouve second. Ça le dérange un petit peu peut-être, je sais pas, d'être sous les ordres d'une femme plus jeune, donc du coup il essaie de montrer un petit peu que il a de l'expérience, et parce qu'il se sent un petit peu menacé, et c'est normal, il s'est pris une raclée un petit peu avant, donc je comprends le truc, mais du coup ils auraient dû avoir cette discussion bien avant, et double clic ou pas. Ouais, mais je trouve que en l'occurrence, pour moi il y avait Reynard, je l'ai trouvé effectivement un petit peu trop sec, c'était pas le moment où il fallait l'être, quoi. C'est parce que là, effectivement, il y avait des idées à avoir, donc chacun pose son idée. Elle est bonne, elle est pas bonne, on s'en fout, mais au moins on échange. C'est surtout si c'est le capitaine qui le demande. Si le capitaine te demande ton avis, ça arrive souvent, par exemple même sur le Voyager. Janeway, des fois, elle demande sur la passerelle, on est face à un truc, qui a des idées. Et puis ils balancent des idées. Ils vont pas se déplacer en salle de réunion forcément pour définir un truc. Là, ils étaient plutôt tranquilles, donc voilà, ça me dérange pas, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, moi, je suis Team Reynard, de toute façon, sur le sujet. Je suis, du coup, Team Marina aussi, évidemment. Comment ça, il n'y a rien? Ce sont les coordonnées que Jinal nous a données sur Trill? Oui, capitaine, j'ai essayé tous les scans. Polaron, multiphasique, trationique... Ça a été une véritable perte de temps. Même pas une base spatiale à 2 parsecs à la ronde. Bon. Surveillez bien la zone. Lieutenant Linus, envoyez une équipe de DOT faire des prélèvements dans les environs. Oui, capitaine. N'oublions pas Elak et Maul, pas de traces d'eux? Pour l'instant, Trill ne répond pas. Contactez-les pour être sûr. Ils auraient dû s'y poser depuis des heures quand le capitaine y était. Restez en alerte. Ils ne sont pas du genre à se laisser distancer. Capitaine, si vous permettez, ce serait logique que Elak et Maul se fassent un peu discrets. Si j'étais à leur place, je laisserais le Discovery rechercher les indices. On fait le travail et ils mènent le jeu. S'ils nous suivaient, on enverrait des preuves en ce moment même. Mais on ne voit rien. Alors tenons-nous-en aux faits, commandeur. Gardez vos petites hypothèses stériles pour vous. Commandeur Rhys, je vous laisse le fauteuil. Je voudrais vous parler dans mon bureau. Inacceptable. Ici, on ne fait pas les choses comme ça. J'essaie seulement de les pousser à se concentrer. C'est important pour moi d'avoir un équipage qui travaille en équipe et qui soit encouragé à exprimer ses idées. Bon, dans ce cas, j'exprime mes idées. Moi, je crois que c'est une grave erreur. Cette mission est une directive rouge, capitaine. On n'a vraiment pas le temps de s'amuser à collaborer. Il faut être efficace et discipliné. Et quand ils ont fini leur discussion, parce qu'en fait, figurez-vous que la passerelle détecte une espèce de transmission non autorisée issue du Discovery, donc c'est l'espèce de petite créature, l'arme qui a été infiltrée par Maul. Burnham et Reynard essayent de se retéléporter sur la passerelle, et là du coup c'est bien pratique d'avoir ce double clic pour se déplacer, parce que c'est une arme temporelle qui s'enclenche, qui fait que le vaisseau va être coincé dans des boucles temporelles en se baladant d'époque en époque. C'est pas très clair, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait qu'un vaisseau est figé dans le temps et va perdre du temps en se promenant sans qu'ils s'en rendent compte forcément, et eux sont extirpés de ce piège-là grâce à la téléportation, et Stamets l'est aussi, donc c'est bien parce que c'est un rappel justement à son statut en saison 1. Vous vous souvenez, il y avait un épisode de boucle temporelle où justement Stamets était en dehors du temps et de la boucle du fait qu'il s'est infiltré les espèces de trucs là pour le Sport Drive. Donc là c'était plutôt malin de réutiliser ça, et ce qui fait que c'est Reynard, Burnham et Stamets qui vont subir des sauts temporels comme ça en revisitant un peu l'histoire du vaisseau, puisqu'ils sont ancrés dans le vaisseau, et les sauts sont aléatoires et les amènent dans le passé, que dans le passé, mais c'est une fois dans le futur quand même, et voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pitch un petit peu quand même? Moi, je tiens à dire que la référence à Lorca, mon cœur battait très fort en me disant ça y est, on a tous pensé à toi, Marina. Oui, vous avez tous pensé à moi, j'en suis sûre, et j'étais là. On va le voir. Ah non, il est en mission. Il y a une référence à Lorca, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que s'il sait après, on ne sait pas ce qu'ils réservent, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait des surprises, donc peut-être qu'on reverra Lorca. Mais si on ne revoit pas Lorca, ça aurait été, vu que c'est la dernière saison, ce qu'ils ne savaient pas, vous me direz, au moment où ils l'ont tourné, mais ça aurait été une bonne occasion de lui faire un guest star à l'acteur, c'est un peu dommage. Et c'est aussi une référence, je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle plus tard, mais le moment où on va dans le futur, c'est une référence au short trek qui se passait dans le Calypso. futur. On sait exactement de Michael Chabon.
on connaît enfin les secrets de cet épisode et qu'est-ce que cet épisode racontait. Donc ça, c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé, pour le coup. Parce que je m'attendais pas qu'il fasse un rappel à Calypso, en fait. Donc j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé que la scène dans le futur, c'était la plus réussie de tous les sauts temporels, pour le coup. Et la plus inquiétante aussi. Par contre, je sais pas si en revoyant le court-métrage, si c'est vraiment raccord. Mais en tout cas, on peut imaginer que ça le soit. Hein. Alors, je pense que c'est moyennement raccord, mais comme elle dit « Ah, je rêve et tout », tu peux aussi penser que finalement, Calypso n'a pas vraiment existé, qu'elle est en train de rêver. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, le ton de la voix, le côté qui est plus larmoyant que la voix qu'elle a, plus émotionnel que la voix qu'elle utilise habituellement, je pense que c'est pas un hasard, en tout cas, que c'est forcément un rapport à Calypso. J'ai un aveu, c'est que j'avais complètement oublié que Stamets pouvait être en dehors du temps, donc sur le coup, pour moi, c'était la première révélation, et 30 secondes plus tard, mon cerveau a fait « Ah oui, mais au fait, c'est normal ». Alors que j'adore ce perso, tout va bien. Je suis assez d'accord, je m'en souvenais pas du tout non plus. Mais ça, c'est le problème des séries qui 6 épisodes par an, tu t'oublies la moitié des trucs, ouais. Comme la série, elle est moyenne ou que tu l'aimes pas trop, tu la revois pas. Tu la revois pas, ouais, coup, c'est sûr. Ouais, tu retiens rien, c'est normal. Mais c'est vrai que, et en plus d'ailleurs, il t'explique même pas. Hein. C'est Michael, en gros, elle te dit oui, non mais c'est bon, c'est une longue histoire. C'est genre, on va pas te réexpliquer, tant pis. Juste en conclusion, c'est ça c'est le seul truc que je reproche un petit peu à Discovery, parce que j'aime bien la série, faut pas déconner. Mais c'est qu'en fait, tu vois, Stamets est un de mes persos préférés, j'adore son évolution, et je suis en train de me dire, c'est un point essentiel de sa vie quand même, même de sa biologie en fait. Et je m'en souvenais pas. Mais vraiment, j'ai bugué pendant 30 secondes en disant, mais pourquoi il est pas affecté par les voyages dans le temps? Enfin, tu vois, et après, la logique est revenue, hein, mais c'est là que, ouais, ça a un peu souligné, en fait, un des défauts de la série pour moi. Là où j'étais contente aussi, c'est qu'on revoit Aeriam. Mais c'est un de mes épisodes préférés, hein. C'est un l'honneur aussi, parce que c'est sur un personnage, bon. Alors qu'ils auraient pu la téléporter, elle aurait pu ne pas mourir. Mais là, j'étais, que ce soit un élément important du scénario, que ce soit elle qui persuade le reste de l'équipage que c'est bien la Burnham du futur, voilà. C'est l'élément important. Et moi, c'est un épisode, je me souviens, j'avais pleuré, hein, donc j'étais super touchée je ne suis pas amoureuse que de Lorca. Mais Aeriam, j'avais bien aimé son histoire, son passé d'humaine et sa transformation et sa mort, c'était un épisode qui m'a vraiment touchée. Donc c'est un des bons souvenirs de Discovery, cet épisode. Moi non, c'est parce qu'elle aurait pas dû mourir. Ils auraient pu la téléporter. Je comprends pas, moi. Mais sinon, oui, émotionnellement, oui, c'était plutôt réussi. Alors moi, je vous propose de faire les bonds dans le temps dans l'ordre. Le premier bond dans le temps, c'est l'arrivée de Discovery dans le futur avec l'Ange Rouge. Et là, justement... Il y a ma femme qui me disait, putain, avec le cours de l'Ange Rouge, vous me parliez dans vos théories que Michael Burnham, elle allait remonter dans le temps pour faire que c'est à cause d'elle qu'il y a les humains qui existent et des trucs comme ça. Elle avait déjà peur que ça parte là-dessus. Heureusement, non. C'était juste une évocation de l'Ange Rouge. Et donc, ouais, moi, je trouvais que déjà, c'était quand même une bonne idée, effectivement, de revisiter les époques de la série qui n'en a pas tant que ça, parce que finalement, elle tient sur entre 50 et 60 épisodes, donc c'est assez peu. Hein. Mais il y a quand même eu quelques trucs marquants, dont l'Ange Rouge. Ensuite, il y a eu le Discovery en cale sèche, donc on le voit se faire construire sur Terre. C'est drôle, mais c'est drôle si, parce que quand il y a le technicien qui dit surtout n'allez pas sur le pont 7 et Steimer qui dit si, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'il a sorti comme maxime aussi, c'est il faut être là où on s'attend pas ou un truc comme ça. Enfin, il a sorti une maxime dite de vieux, tu vois, ou les trucs, ce qu'on appelle un peu chez nous les phrases de parents, mais spécial chef, tu sais. Je me souviens plus, c'est dommage. Non, mais moi cette scène, ça m'a fait rigoler. Oui, c'est vrai que l'ouvrier était plutôt sympa, était plutôt marrant. En plus, j'ai bien aimé son petit costume, il était rigolo. Ouais, donc en fait, c'est parce que Burnham et Renard se toujours téléportés, se retrouvent toujours au même endroit, même s'ils se déplacent dans le vaisseau, ils se retrouvent toujours au même endroit à chaque saut, donc c'est un peu problématique. Du coup, ils vont chercher à rejoindre Stamets, parce que Burnham sait qu'il est en dehors du temps, et que, vu ses capacités de scientifique, il n'y a que lui qui forcément va pouvoir les aider. Et ça rappelle aussi, il y a aussi cette scène où Stamets se retrouve, je sais plus, dans une bataille de la saison 1, où il est grièvement blessé, donc du coup il douille, et on voit donc le Culbert avant sa mort. Et moi je trouve que c'était sympa aussi comme scène.
Il y a aussi un saut au final de la saison 3 avec Jet Reno qui arrive pour botter des culs. Vous savez, quand il y avait cette nana de la chaîne d'Émeraude qui avait envahi le vaisseau. Et franchement, Jet Reno, c'est vraiment le meilleur perso, quoi. Très bien, c'est dommage qu'on la voit pas plus dans la Mais série c'est en vrai. général, mais ouais, elle est très très bien. Bah justement, c'est dans cet épisode-là où on la voit le plus depuis bien longtemps, hein, parce qu'elle interagit ici, on la revoit, elle discute avec Stamets, où c'est pareil, elle envoie des fions un peu, et c'est quand même sympa cette relation qu'ils ont tous les deux, mais c'est vrai qu'on aimerait la voir plus, quoi. Je connaissais pas cette expression, elle envoie des fions, mais... Par contre, ça m'amène à un truc que j'ai pas vraiment compris dans l'épisode, c'est pourquoi, quand ils reviennent dans le présent, à la fin, pourquoi les gens ne se souviennent plus, en fait, de les avoir croisés, etc. Parce que moi, je pensais que ça allait nous amener à une scène à la fin où Reno allait dire un peu genre, tu vois, un peu, je savais, je me suis souvenu, je savais que vous alliez voyager dans le futur et tout. Et en fait, non, à un moment donné, ils disent, ouais, non, mais en fait, tout le monde va oublier. Parce qu'après, il y a la scène où Burnham, elle communique avec tout le monde, donc là, tu te doutes que ça n'est pas possible. Et elle dit, mais de toute façon, quand ça va se passer, tout le monde aura oublié. Et en fait, ils disent, j'ai l'impression qu'ils le disent juste, mais qu'ils expliquent jamais vraiment pourquoi tout le monde a oublié, en fait. À part la scène avec Ariam et où en fait Michael Burnham explique, je sais plus, donc ils sont à l'époque de la saison 2, si je me souviens, non saison 1 puisque Lorca est en mission et qu'Ariam est sur la passerelle. Jusqu'à là, toutes les autres époques, ils ont respecté la temporelle prime directive. Ils ont fait donc ce que tu dis, c'est que Reno puisse fasse un jour une réflexion à Renard, c'est possible, c'est tout à fait possible. Par contre, pour le reste, ils ont tout bien fait gaffe, ils ont rien bougé, etc. C'est simplement que dans la boucle, la séquence avec Ariam, comme c'est cette séquence-là qui va mettre fin au truc-là, c'est ça qui va annuler qui fait en sorte que ce moment-là n'aura pas existé et puis ils se seront souvenus de rien, puisqu'elle s'est annulée du fait qu'ils arrêtent la machinerie du piège temporel, si tu veux. Pourquoi exactement c'est comme ça, on ne sait pas, mais c'est parce que c'est la séquence qui les libère de ce piège. Voilà, j'ai pas bien compris non plus, hein, mais tu sais, c'est du techno-blabla. C'est très pratique. C'est pratique, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et il y a juste un truc, je disais, et ça ma femme aussi, elle me l'a fait remarquer, c'est que ça faisait quand même depuis la saison 3 que Book n'avait pas enlevé son t-shirt, et donc quand Michael Burnham se retrouve à une époque de la saison 3 dans ces quartiers, effectivement, Book enlève son t-shirt. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec cette saison, j'ai l'impression. Et franchement, la scène, elle est très sympa. Elle est très sympa, parce que tu la vois toute... tu vois toute sa vulnérabilité lorsqu'elle le voit, c'est... Elle est là, est-ce que je profite de la situation? Est-ce que je vais avoir plus de 3 minutes dans cette... Voire tenter quelque chose? Elle n'avait pas le temps, elle essayait de se barrer de la cabine avec un truc qu'elle avait pris, dont elle avait besoin, en essayant justement de ne pas troubler la ligne temporelle. Donc c'est pour ça que finalement, elle l'envoie pas bouler directement. Ouais. Non mais c'est clair, Guigui, heureusement que t'es là pour remettre l'église au milieu du village, parce que franchement là, c'est clair, t'as un mec qui retire son t-shirt que tu désires, et puis tu dois sauver l'humanité, c'est clair que le choix est vite fait. Hein. Ah oui, surtout en 3 minutes. Souviens-toi, dans d'autres saisons, au moment justement où il y a des moments critiques, c'est à ce moment-là en général qu'ils étalaient leurs états d'âme les uns avec les autres. Et c'est un truc qu'on a beaucoup reproché aux saisons précédentes et que là justement ils ne font pas vraiment. Et c'est en ça que aussi que je disais qu'il y a un équilibre entre les personnages et les intrigues. Et c'est ça qu'on aurait dû avoir depuis le début, et c'est en ça que c'est ça que je voulais dire en fait au début du podcast, tu vois. Et effectivement, tu vois, par exemple, dans un autre moment, une autre saison peut-être écrite par quelqu'un d'autre, peut-être que Michael Burnham, elle aurait pris plus son temps, alors que Stamets lui a bien dit, bon, il reste que 5 minutes, on t'attend. Mais en 5 minutes, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Okay. Tu sais, voilà, il y a des priorités dans la vie, Guigui, hein. Tu sais, il faut pas que sauver l'humanité, il y a aussi la tendresse. Et la tendresse, bordel. Ouais. Et on en parle de Stamets qui essaie, tout adouci au fil des saisons, qui essaie de rejouer le méchant du début en faisant « Ouh là là, je suis très en colère !» Ouais, c'était drôle. Bien, ça, justement, que ce soit pour Stamets ou pour Michael Burnham. Donc, Marina, on a déjà parlé tout à l'heure. C'est qu'on revoit la Michael Burnham de la saison 1, avec sa même coupe de cheveux et tout, et son air très, très énervé et très, très énervant, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant de voir la Michael Burnham de la saison 5 affronter celle de la saison 1. Et en plus, c'est vachement bien fait, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Là, le coup du double, ça marche très bien. La scène de baston est un peu longue, mais... c'est très très bien fait techniquement en tout cas. Non, c'était bien cette scène.
Il aurait fallu peut-être un peu plus de nuances, mais bon. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. Honnêtement, j'ai vraiment passé un bon moment. Moi, j'étais un peu gêné parce que alors bon, peut-être que j'ai jamais revu la saison 1, hein. Mais ils ont pas un peu forcé le trait quand même sur Michael, justement, le côté énervé. Elle était vraiment tellement énervée que ça dans la première saison. Je me rappelle qu'elle surjouait à mort, mais ça, elle surjoue toujours à mort, ça n'a pas changé. Mais par contre, je me rappelais pas. Au contraire, sur l'histoire des Klingons, c'était justement parce que c'était la seule qui essayait de lire un peu entre les lignes et de machin qu'elle avait réagi. Donc elle était peut-être impulsive, mais elle était pas, c'était pas l'enfant, tu sais, qui fait son caprice, dégagez, je vais tous vous tuer et tout. Donc je sais pas, ça m'a semblé un peu. Enfin, c'est pas le souvenir que j'ai de la saison 1. Je peux pas m'avancer à dire que c'est une erreur parce que honnêtement, je l'ai pas revu, mais ça m'a semblé un peu forcé. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, je l'ai revu plusieurs fois la saison 1 et je te confirme que ton impression est la bonne. Et je pense qu'en fait, elle a surjoué le surjeu qu'elle avait peut-être déjà en saison 1 pour être certain qu'il y ait un vrai contraste et pour marquer l'évolution du personnage. C'est clair que de mon point de vue, ils n'étaient pas obligés d'aller aussi loin parce que de toute façon, dans les actes de Michael Burnham, version saison 1 qui ne veut pas écouter la version saison 5, ça suffisait déjà, tu vois. Et en ça aussi, ça permettait de faire un miroir avec Reinhardt qu'on a déjà eu, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, que effectivement, ce côté tête brûlée, c'est marrant d'avoir ce miroir avec une Michael Burnham en saison 5 qui est plus assagie, qui est plus calme, qui est plus réfléchie et qui embrasse un peu mieux son rôle de capitaine qu'elle ne l'avait fait jusqu'à maintenant, quoi. En fait, ça fait un moment qu'il y a eu pas mal de news récemment. J'imagine que vous en avez parlé la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de rattraper le podcast sur l'annulation de Star Trek Lower Decks et le fait que il y aura une saison supplémentaire de Strange New Worlds, mais pour l'instant, il y a rien d'autre qui se passe. Donc, ça sent un peu quand même la fin de l'ère Kurtzman de Star Trek. Et du coup, on se pose pas mal la question. Il y a pas mal de débats sur Reddit qui font un peu le bilan en fait des années Kurtzman depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, depuis Disco finalement jusqu'à maintenant. Et moi, ça m'a fait pas mal réfléchir à ce que, finalement, qu'est-ce qu'on gardera de ces années, qu'est-ce qui fonctionne pas. Pour moi, il y a 3 points principaux. Le premier, c'est que des fois, il faut savoir donner aux fans juste ce qu'ils attendent. Ça, c'est ce qu'on a retenu de Picard, hein. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire 2 saisons, on ne sait pas pourquoi, en changeant un peu les rôles, les machins, les trucs. Finalement, la 3e saison, ils ont fini par faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire un revival de Next Generation, et ça a beaucoup mieux marché, aussi bien d'un point de vue écriture que d'un point de vue fan. La deuxième chose, c'est que pour moi, Star Trek, c'est avant tout sur les équipages et pas trop sur les individus. Et ça, ils ont mis du temps à s'en rendre compte, et Discovery ne s'en est jamais vraiment rendu compte. C'est un peu revenu dans Picard, et c'est beaucoup plus présent dans Strange New Worlds. Et la 3e chose, c'est que l'épisodique, enfin le feuilletonnant, c'est bien, mais c'est pas l'ADN de Star Trek, même s'il y a eu des grands moments de Star Trek qui étaient feuilletonnants. On pense à Deep Space Nine, hein, je pense que ça reste une de nos séries de cœur, mais Star Trek n'est pas fondamentalement une série feuilletonnante. D'ailleurs, même dans Deep Space Nine, même les périodes feuilletonnantes de Deep Space Nine n'étaient pas... il restait des épisodes épisodiques, etc. Et c'est marrant parce que j'ai écrit ce post cette semaine sur Reddit, avant d'avoir vu le nouvel épisode, et j'ai été assez surpris de voir un épisode épisodique cette semaine. Je m'y attendais vraiment pas, hein, parce qu'ils étaient tellement lancés dans leur chasse au trésor et tout, je pensais pas qu'il y aurait de la place pour de l'épisodique. Et en fait, c'est vrai que c'est plus frais, c'est plus limpide, ça passe mieux, tu passes un meilleur moment. Et le pire, c'est qu'au final, tu développes mieux les personnages. Alors ça, c'est paradoxal. Comment ça se fait que tu développes mieux les personnages sur un épisodique où là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on laisse un peu parler les autres personnages et tout, versus du feuilletonnant, où tu pourrais te dire que déjà, ils étirent des histoires sur 8 épisodes, 12 épisodes qui auraient pu tenir en un épisode. Donc tu te dis... il devrait avoir beaucoup plus de temps pour parler des personnages dans les épisodes feuilletonnants que dans les épisodes épisodiques. Bah non, pas du tout, tu vois. L'épisodique n'a jamais empêché, au contraire, j'ai envie de dire, le développement des personnages, d'autant que ça permet, ce qu'ils ont un peu fait, hein, des fois, mais pas suffisamment, ça permet l'épisodique de finalement centrer ton épisode sur d'autres personnages que le personnage principal. Bon, là, malheureusement, ça reste quand même centré beaucoup sur Michael, mais ouais, on voit les autres personnages et tout. Et je continue de penser que malgré tout ce que je n'aime pas dans Disco, et malgré l'écriture que je continue de trouver assez faible, même cet épisode, il est assez fainéant, hein, on l'a dit, c'est un trope usé, surusé et surusé de la science-fiction et de Star Trek. Mais je pense que malgré tout que cette série aurait été meilleure si elle était beaucoup plus portée sur l'épisodique et que les fils rouges avaient été diminués à peau de chagrin. Et c'est marrant parce que après tant de saisons, quand même, on a été un peu déçus avec
conclusions d'épisodiques, d'arcs de séries qui étaient moyens, un peu médiocres et tout. On se faisait un peu chier au final, et même l'Ange Rouge, hein, quand finalement il y a eu la résolution, on avait tous fait ouais, ok, ouais, génial. Et tu te demandes pourquoi ils ont pivoté sur plein de choses. Ils sont allés dans le futur. Bon, ça c'était déjà pas mal. Ils ont un peu changé le caractère de Michael et tout. Ça c'était un peu mieux et tout. Mais tu te demandes pourquoi ils n'ont pas pivoté sur l'élément principal pour moi, qui est le feuilletonnant, et qu'ils n'ont jamais voulu revenir sur l'aspect feuilletonnant de la série. En fait, ça c'est intéressant. D'autant qu'avec le moment où ils partaient dans le futur et qu'il fallait reconstruire la fédération d'une certaine façon, il y avait vraiment un boulevard. Il y avait vraiment un boulevard pour raconter de façon épisodique la reconstruction de la fédération au 32e siècle ou je sais pas quoi. Complètement d'accord avec toi, et en plus de ça, j'enfoncerai le clou en disant que l'épisodique permet encore plus d'approfondir les personnages pour une raison simple, c'est que tu peux te permettre des tranches de vie sans forcément que ce soit axé complètement sur un personnage ou sur un arc en particulier. Un exemple, tu commences un épisode de Deep Space Nine avec Jadzia qui prend un verre avec Bashir. Tu les vois juste en pré-générique, ils racontent leur truc pendant 2-3 minutes, on apprend plus sur eux, sur leur relation, etc. Bim, il y a une alerte, il se passe quelque chose, hop, l'épisode va pivoter sur autre chose, générique, et finalement Bashir et Jadzia ne sont pas les personnages principaux de l'épisode, on passe sur d'autres personnages. Mais on a quand même eu cette tranche de vie qui nous fait les apprendre plus, et ce qui va nous servir pour un autre épisode qui sera par exemple centré sur Bashir ou sur Jadzia ou sur leur relation, et c'est pour ça que l'épisodique finalement est beaucoup plus facile à manier si tu veux développer des personnages comme ça, surtout dans Star Trek, que le feuilleton. Et c'est d'autant plus rageant qu'on a eu une interview de Alex Kurtzman cette semaine qui nous expliquait que en fait les épisodes filaires c'était nul dans les années 90, c'était comme ça, il fallait le faire et tout, mais que eux ils avaient fait mieux parce que les épisodes qui étaient là, il n'y en a que 10 par saison, mais tous les épisodes comptent et il n'y a pas de filler, etc. On avait dû dire, mais mec, t'as vraiment rien compris. T'as rien compris. Nous, on est justement en train de t'expliquer le contraire. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'épisode filaire. Et en plus de ça, moi, ce que je disais sur Twitter, c'est que les épisodes filaires, en plus de ça, ça permet de vraiment développer les personnages. Par exemple, sans épisodes filaires, un personnage comme Quark n'aurait pas eu l'ampleur, l'amplitude qu'il avait, et finalement l'amour qu'on a pour ce personnage-là, il n'y aurait pas eu autant de lore, etc. Mais en plus de ça, les fillers permettent une chose, c'est que des fois, tu tombes sur des arcs inattendus. Tu vas faire un filler, tu vas balancer une idée, et puis finalement, cette idée, elle va rebondir quelques épisodes, quelques saisons plus tard, et ça va devenir un vrai arc sur le long cours, et c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Sans filler, qui est une sorte de laboratoire d'expérimentation d'histoire, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir de surprise. Et j'ajouterais même, excuse-moi Guigui, que tu parlais de Quark, mais pensons à Morn, qui était juste un personnage en arrière-plan, qui a eu son épisode lorsqu'il est mort, mort. Entre guillemets. Voilà. Mais si tu veux, sans filler, il n'y aurait pas eu d'épisode avec Morn, et c'était franchement un super épisode. Ou même les épisodes où il y avait le troisième personnage que tu voyais au fin fond du bar de Quark avait son histoire. Donc tu avais envie tu aimais ces personnages parce que chaque semaine ils étaient développés. Et il y avait une scène qui t'amenait à comprendre une facette de sa personnalité. Donc, il y avait Garak, il y avait tous ces personnages qui n'étaient... Aucun personnage n'était blanc ou noir dans Deep Space Nine. Et surtout pas le Major Kira, ou Sisko. Donc, mais bon, ça dépasse... Ça dépasse même Star Trek. La phrase de Kurtzman, moi aussi je l'ai lu, c'est vrai que j'avais oublié. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir vu une série dans les années 90 et penser ça, c'est pas possible, quelle que soit la série. Enfin, toi, t'es fan d'X-Files, par exemple, Guigui, si tu considères que les fillers dans X-Files, c'est les épisodes qui... heureusement qu'il y avait ça, parce que s'il y avait que la mythologie, machin, mais ça vaut même pour ça vaut même pour Urgence, ça vaut pour tout en fait. Enfin, je veux dire, c'est incroyable de dire ça. C'est vraiment ironique que cet épisode qu'on juge de Discovery, qu'on juge réussi, est là pour prouver le contraire de ce qu'affirme Kurtzman dans la même interview quelques jours plus tôt, quoi. C'est quand même... Enfin, c'est stratosphérique, quoi, à ce moment-là. Mais du coup, il nous prend vraiment pour des imbéciles, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment symptomatique, entre guillemets, du passage des séries à 10 épisodes plutôt que 24, comme on avait avant. Et là, comme ils sont en dernière saison, ils savent qu'ils vont pas être renouvelés. Je pense qu'ils ont tenté le coup pour démontrer un truc. Tout simplement. Parce que... il y a déjà eu des épisodes filaires, quand même, dans Discovery. Ouais, mais des bons épisodes filaires, je suis désolée. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Là, je pense qu'ils ont tout donné. Mais du coup, ça peut vraiment démontrer que sur une saison qui a que 10 épisodes,
tu peux quand même faire du filler et que ça apporte quelque chose dans ton intrigue. Ça te fait pas perdre du temps. Surtout que là, cet épisode filaire sert l'intrigue principale, puisqu'en fait, le plan de Moll et Lack de court-circuiter le Discovery et de leur shipper le prochain indice a fonctionné. Et c'est ça qu'on assiste, au fait, au piège qui se referme sur le Discovery. Et à la fin de l'épisode, bon bah oui, Moll et Lack ont l'indice. Et du coup, c'est eux qu'il va falloir retrouver pour le prochain épisode. Donc ça sert, même ce filaire sert l'intrigue principale et le fait avancer. Donc tout est gagnant là-dedans. Mais du coup, mais c'est vrai que c'est quand même révélateur de la façon de penser de Kurtzman, quoi. C'est-à-dire que tu te dis que quand ils ont proposé ce scénario, il a dû se dire « Ouais, bon, c'est un filler, mais bon, c'est vrai, on a 8 épisodes, donc ça va être un peu long, tu vois. » Donc pour lui, tu vois, c'est vraiment un épisode filler, quoi. C'est au sens le plus péjoratif du terme, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il se dit « Ah, ça sera peut-être le meilleur épisode de la saison, toi. » Et c'est d'une tristesse inouïe, quoi. Vraiment, c'est d'une tristesse inouïe. Ça rend, pour le coup, j'ai pas adoré la deuxième saison de Discovery, mais ça rend Discovery d'autant plus de Strange New Worlds, mais ça rend Strange New Worlds d'autant plus précieux, quoi. C'est-à-dire que tu te dis qu'avec cet état d'esprit qu'on ait réussi à avoir Strange New Worlds, heureusement qu'il y a eu les fans qui se sont manifestés pour parce qu'ils voulaient une série sur le hall d'Enterprise, quoi. Bah oui, parce que par exemple l'épisode 9, la comédie musicale, c'est quoi si c'est pas un filler? Un non, mais épisode bien où ils sûr. sont super fiers, ils arrêtent pas d'en parler, donc ça montre bien l'hypocrisie de Kurtzman. Pour revenir sur le fil rouge de la saison, il y a une théorie que j'ai lue de Clara sur le Discord qui me plaît beaucoup. En fait, elle dit « Petite théorie sur le twist de milieu ou fin de saison basée sur rien d'autre qu'une vibe qu'elle a eue. Sur une scène de quelques secondes, le futur où tout le monde est mort, si Moll et Lack récupèrent la technologie au lieu du Discovery. » Et en fait, elle se dit, mais si finalement le futur qu'on voit, c'était un futur où le Discovery récupérait la technologie et la donne à Kovitch, qui l'utilise mal, ou qui l'utilise avec de mauvaises intentions. Ça retournerait un peu la situation. Je suis pas certain que ça va arriver, mais j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. En tout cas, ça ouvre le débat de savoir si l'objet serait mieux entre les mains de Moll et Lack ou de Kovitch. C'est vrai que si la fin de la saison, c'est juste tenez, je pense pas que ce sera ça, mais tenez, on a récupéré l'objet, voilà Kovitch, on est sauvé. C'est vrai que c'est un peu léger, ou en tout cas la confiance qu'il porte à Kovitch est en effet surprenante, quoi. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir quand même, c'est que bon, alors bien sûr, là, on a exploré le lore de Star Trek Discovery avec son passé, etc. Mais on a aussi un peu de lore de Star Trek global avec justement cette arme qui est issue des guerres temporelles, que je trouve quand même qui est une idée intéressante, même si on comprend pas bien comment elle fonctionne et que peut-être elle est pas très cohérente. Mais voilà, ça donne quand même un petit aperçu sur les guerres temporelles et que peut-être effectivement ce petit regain d'intérêt sur cette thématique-là pourrait resservir justement pour le final, pour savoir, pour remonter un peu les enjeux, quoi, par exemple. Attends, rappelle-moi ce que c'est l'arme des... Je te suis plus, là. C'est ce qui provoque les sauts temporels de cet épisode, l'espèce de petite araignée. La pupus, là. C'est une arme qui est issue des guerres temporelles et qui se revend encore au marché noir. Donc, tu peux imaginer un truc du style « Ah là, c'est comme une bombe atomique qui se promènerait et que tu peux acheter chez le premier terroriste venu, quoi. » Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Et c'est utilisé. Donc, du coup, ça nous donne un petit aperçu de à quoi pouvaient ressembler les guerres temporelles. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets ce truc-là et ton vaisseau, il est figé pendant des mois, quoi. Et là, on apprenait justement dans le futur où tout est pété, Zora disait que le Discovery était resté coincé 6 mois dans ses boucles temporelles. C'est-à-dire que l'équipage ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais le vaisseau, il est hors du temps, mais il perd du temps quand même pendant ce temps-là, quoi. Comme l'épisode... c'était quel épisode de Next Generation que j'aime tellement comment il s'appelle cet épisode où ils revivent la même scène en boucle et le temps passe. Oui. Un des meilleurs épisodes en plus. Quelle honte de pas se souvenir de cet épisode. Bon, c'est pas grave, on le mettra au montage, Guigui. Tu mettras ta voix qui dit... Attends, je cherche tout de suite. Ça me dit quelque chose. Toutes les solutions échouent et à chaque fois, elles explosent. Mais ils s'en souviennent, au fur et à mesure, ils s'en souviennent de plus en plus, plus en plus. Et... Ça y est, je le vois. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte que ça fait... À la fin, ils se rendent compte que ça fait genre 6 mois qu'il y a 6 mois qui sont écoulés et tout. Bon, en tout cas, si vous retrouvez le nom de l'épisode, dites-le nous dans les commentaires. Parce qu'on a oublié. On a tous oublié collectivement le nom de l'épisode. Par contre, ça met quand même... ça met encore un peu plus de pression sur les épaules de Burnham. Cause and effect. Cause and effect, merci. Oui, bien sûr, mon Dieu. En plus, le titre, il est quand même vachement oui, comment on a fait pour l'oublier, quoi. Par contre, seul truc qui me fait peur, du coup, avec cette hypothèse-là, c'est que ça met encore plus de pression sur les épaules de Burnham, quoi. Parce qu'en gros, elle peut faire confiance à personne, et du coup, c'est peut-être elle qui va encore embarquer la graine, je sais plus ce que c'est. Si, c'est une graine, je sais plus. Enfin, la technologie des... On sait pas ce que c'est exactement. Ouais.
le Saint Graal, allez hop, c'est parti. C'est mystérieux. Et du coup, c'est peut-être elle qui va devoir partir avec le Discovery pour sauver l'univers tout entier. Et du coup, voilà quoi. Parce qu'on peut pas Elle faire va repartir 1000 ans dans le futur. Oh là là. Moi, ça m'a rappelé un autre épisode. C'était un épisode de Voyager, je crois que c'est en saison 7, où en fait, chaque portion... Il y a aussi un délire temporel, où chaque pont amenait à une époque différente du vaisseau. Donc, t'allais sur le pont, je sais pas quoi, t'étais en saison 1, t'allais sur le pont bidule, t'étais en saison 2, etc. quoi. Non, de toute façon, il est certain que c'est un scénar qu'ils ont fait 1000 fois, quoi. Et ce qui est courageux, d'ailleurs, parce que All Good Things, c'est quand même un peu ça, sauf que, bon, dans All Good Things, c'était 3 périodes temporelles définies, dont le futur, mais ils y revenaient à chaque fois. Mais bon, on est quand même dans cette logique de saut qui intervient comme ça, de manière un peu abrupte et tout. Je dirais pas que c'est la même chose, quand même, parce que les 3 époques dans All Good Things étaient liées, et justement, t'avais ce mystère de savoir qu'est-ce qui influe... quelle époque influe les autres, en fait. Ouais, mais le trope était le même, c'est-à-dire que tu passais d'une période à l'autre et ça te permettait de voir l'évolution des personnages, en fait. C'est là-dessus que je trouve que c'est quand même très très similaire. Et je me rappelle un peu l'épisode de Voyager, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais je crois quand même que c'était aussi un peu le même trope. C'est-à-dire l'idée, c'était quand même de revoir les gens et de voir comment les relations ont évolué et tout. Bah, tu revoyais Seska, par exemple. Ouais, Seska, c'est ça. Tu revoyais des personnages qui étaient morts, tout à fait, ouais. Mais là, c'était exactement quasiment la même chose, parce que c'était des bouts de vaisseaux qui étaient un peu pareils. Et d'ailleurs, je vais pas vous spoiler. Je vous dis rien sur Prodigy, vous verrez bien. Il a failli nous spoiler sur Prodigy, l'animal. Hein. Tout ça parce qu'il a vu une version pirate de France Télévisions, quoi. Ça va, c'est sorti il y a 1 mois, il y a prescription maintenant. Non, interdit. Tant que les Américains l'ont pas vu, cette série n'existe pas. Ah, d'accord. On va passer à la partie promo Uroko. Marina, on va commencer avec toi parce qu'on sait que tu as toujours plein de choses à nous conseiller. Eh ben, écoutez, j'ai lu The Nice House on the Lake et j'ai adoré. Donc, je vous recommande cette bande dessinée qui est franchement géniale sur la fin du monde. Et est-ce que c'est la fin du monde Voilà. Donc, j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Et là, je vais dévorer le 2e tome ce week-end. Voilà, sinon... je vais voir Civil War ce week-end. Donc, tu nous diras... Je vous dirai la prochaine fois si je recommande ou pas. Et sinon, j'ai pas du tout aimé Fallout. Donc, voilà. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont adoré. Donc, voilà. Toi, Romain, t'as aimé Fallout ? J'ai vu que les 2 premiers, mais j'aime bien. Ma femme a détesté et je comprends qu'en ce moment, t'as pas envie de voir des séries ultra violentes. Et c'est vrai que c'est un des défauts de la série. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est vrai que c'est un choix artistique de la série, c'est d'être ultra violente. Et je comprends qu'en ce moment, t'as pas envie de voir une série ultra violente. Donc, j'aime, mais je vais pas non plus aller me fâcher avec des amis pour cette série. Surtout pas avec Marina. Et qu'est-ce que tu nous recommandes, du coup ? Alors moi, une petite recommandation qui est en même temps une petite promo, bien que je pense que je suis un peu en retard, mais il y a nos amis de Métal Hurlant, dont Lloyd Cherry, qui est un fan de Star Trek, et le rédacteur en chef maintenant de la partie journalistique du magazine. Ils viennent de sortir un hors-série sur les chats. Alors déjà, si vous aimez les chats, je vous invite à lire ce hors-série qui a été financé en financement participatif. Mais ce qui fait que cet événement est exceptionnel, c'est pas tellement les chats, c'est qu'il est le rédacteur en chef de la partie BD de cet épisode, c'est Jean-Pierre Dionnet, donc le créateur, rédacteur en chef historique de Métal Hurlant. C'est assez touchant, il a fait revenir plusieurs des dessinateurs de son époque, qu'il a fait travailler avec des dessinateurs de la nouvelle époque, etc. C'est un magnifique livre, il est bien épais. Alors je sais pas s'il est disponible en kiosque ou s'il faut que vous passiez par le site ou je suis désolé, j'avais pas forcément pensé d'en parler. Pour les gens de ma génération, c'est assez émouvant de revoir Jean-Pierre Dionnet, rédacteur en chef d'un épisode de Métal Hurlant. Donc si vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous le conseille vivement et on salue Lloyd Cherry par la même occasion. Ok, et toi Corée ? Vu qu'on vient de me glisser sous le pied un certain tome de Métal Hurlant qui est très bien. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas comme si je lisais qu'un seul livre de temps en temps, donc tu t'inquiètes pas. Du coup, je vous en recommande 3. C'est la trilogie La Première Loi de Joe Abercrombie, si vous voulez vraiment réfléchir sur de la fantasy épique. Elle est excellente. Si Marina aime beaucoup Reinhardt, moi j'ai une passion pour Sandan Glokta. Voilà. Vous pouvez, vous chercherez dans le livre. Et sinon, il me semble que le spécial chat, tu peux le racheter sur le site Métal Hurlant, de mémoire. Bah super. Voilà. Et en série, j'ai commencé tout à l'heure Hello Tomorrow sur Apple TV+. C'est une série rétro-futuriste qui a l'air franchement pas mal. Hein. J'ai vu que 2 épisodes, mais je pense que ouais. C'est avec le mec qui joue dans le Morning Show, c'est ça ? C'est ça. C'est très intriguant.
Alors, on en parlera quand tu l'auras fini, mais moi je l'ai vu en entier. Mais j'aime beaucoup ce que fait Apple TV et j'ai hâte, quand t'auras terminé, tu m'envoies des messages. Ça marche, mais rien que la photo est magnifique. Enfin, c'est sublime. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'Apple TV, on a eu 2 grosses nouvelles cette semaine, enfin 3 grosses nouvelles. La première, c'est que For All Mankind est prolongé. La deuxième, c'est qu'ils vont faire un spin-off qui va s'appeler Star City, qui sera du point de vue des Russes et du premier débarquement sur la Lune. Donc on va revenir dans le passé, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est notre ami Ron Moore, donc, dont on est tous amoureux ici. Donc c'est vraiment cool de voir que sa série se développe aussi bien. Et la troisième news dont on n'a pas parlé, Guigui, c'est une rumeur de rachat. Une autre rumeur de rachat de Paramount. Donc on en était resté sur un hedge fund et un genre de hedge fund et personne n'était trop content parce que ça sentait quand même la vente à la découpe et c'était pas très prometteur pour Star Trek. Mais là, la dernière rumeur, et c'est une rumeur sérieuse qui sort de Variety, c'est que c'est Sony Pictures qui rachèterait Paramount. Alors là pour le coup, c'est jamais bon ces consolidations dans tous les sens. Quand il restera plus que 2 studios dans le monde, ça sera bon pour personne. Ceci dit, quitte à être fan de Star Trek, je préférais quand même que ça soit un studio comme Paramount, comme Sony qui rachète Paramount, parce qu'au moins on sait qu'ils utiliseront une licence comme Star Trek, ils la laisseront pas dormir pendant des années, donc ça serait quand même un scénario plus encourageant pour nous autres qu'un hedge fund. Ouais, mais si c'est pour faire un Ghostbusters comme ils ont fait récemment, ça me rassure pas trop, mais en même temps tu me diras peut-être que Kurtzman c'est un peu ce qu'il fait déjà depuis qu'il est aux manettes, donc l'un dans l'autre, ouais. Non, mais t'as raison. Et c'est pas du tout Sony Pictures, c'est malheureusement pas un gage de qualité, même sur Spider-Man. Hein. Enfin, autant les Spider-Verse sont géniaux, autant les autres films de l'univers Spidey sont absolument catastrophiques. Mais disons que on est à peu près sûr qu'il laisserait pas dormir une licence comme Star Trek, tandis que si c'est racheté par un fonds, tu pourrais ne plus avoir de Star Trek pendant 20 ans. Hein. Ça serait pas très surprenant. Parce que déjà là, on n'a pas de film depuis 9 ans. Ça va faire 9 ans là, donc on n'a pas eu de film. Et c'est la plus longue période de l'histoire de Star Trek sans film depuis qu'il y a eu un film qui est sorti au cinéma. Donc on verra bien, en tout cas, on vous tient au courant. On sait que Romain, il fait la veille sur ce sujet-là, donc il nous tiendra au courant lui-même. Ah, moi, ça me passionne pour le coup, mais bon, ça nous concerne, hein, parce que c'est vrai que ça aura un impact forcément sur le futur de Star Trek. Et c'est aussi pour ça, quoi qu'on pense de Kurtzman et de la santé de ces séries, c'est aussi pour ça qu'il n'y a aucune annonce, on le sait. Hein, c'est que Paramount n'est plus du tout en position, à l'heure actuelle, d'annoncer un développement de 3 séries. Enfin, c'est inimaginable dans l'état actuel des choses. On parlait de bande dessinée tout à l'heure. Je vais faire ma petite promo parce que figurez-vous qu'au moment où ce podcast sort, normalement, je serai en train de dédicacer au festival Le Zine à Metz, qui est un festival off du livre à Metz. Ça sera à la Dame Jeanne, c'est un bistrot 24 place du Carto, c'est près de la place Saint-Louis à Metz. Ça a l'air d'être très sympathique, c'est un truc qui est dédié aux fanzines. Donc ça tombe bien, j'ai pas que des albums, j'ai aussi des fanzines que je peux vendre à pas cher et que je peux bien sûr vous dédicacer. Et le lendemain, le dimanche, je serai au festival On, le livre à Metz, et là ça sera sur le stand de Mommy BD à la place de la République. Et donc je vous attends nombreux et nombreux pour venir discuter de Star Trek et de X-Files, de plein d'autres trucs avec moi, et puis de bande dessinée évidemment. À Metz en Moselle. Metz en Moselle, ouais, ce Metz-là, bien sûr. Bien sûr, parce que comme tu précises toujours que c'est en Moselle, j'étais surpris que tu le précises pas. Oui, pour toi, c'était pour toi en fait. Voilà, d'accord. Non mais c'est une running joke depuis l'enregistrement du Twitch, qu'on devrait refaire d'ailleurs. Ouais, mais alors, si on le refait, on le fera pas comme on l'a fait là, parce que c'était juste l'enfer à monter. Ça, c'est sûr. Faudra qu'on trouve une autre formule. C'était génial, mais Guigui, mais avec les 2 Romains, moi j'étais aux anges là. C'était. Ah il faudrait qu'on soit tous en présentiel ou tous en distanciel, mais le mix des deux, c'est. Non, mais la prochaine fois, j'aurai du bon matériel et je serai capable d'enregistrer dans de bonnes conditions. Je te promets, Guigui. Et je confirme que Romain a 2 cerveaux, parce qu'il arrivait à suivre ce qu'on racontait, à continuer à bidouiller le matériel. À lire la notice. C'était incroyable. Il a 2 cerveaux et qui ne fonctionnent pas ensemble, donc c'était impressionnant à voir. Voilà. Mais les 2 Romains là, ils étaient géniaux quoi. C'était génial. Moi j'ai adoré. Moi j'ai entendu que vous faisiez votre propre podcast de votre côté. Hein. Non, on aurait pu faire un podcast bis presque. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous laisser 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.
Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.